RCN. Le son de la différence. L'âge bête sur RCN. Bonjour et bonjour l'équipe. Salut. Ils sont en forme. Aujourd'hui, c'est parti pour la dernière avant les vacances. Et puis ça fait déjà 15 émissions quand même, ça fait un certain nombre, en comptant les deux best-of qu'on avait fait. Lucie n'est pas là aujourd'hui, je l'avais dit. Du coup, elle nous rejoindra après les vacances. Évidemment, moi je reprends le quiz de culture générale. Et puis donc dans le reste de l'émission, on aura ton énigme, Alan, à la fin de l'émission, histoire de bien terminer. Nous aurons la chronique écologie de Clovis. Tu nous parles cette semaine ? On va parler des migrations environnementales. D'accord, oui, parce que c'est vrai que ça a tendance à augmenter en raison d'avant du réchauffement climatique. Tu nous expliqueras tout ça. On aura aussi l'artiste de la semaine, Naïm, c'est Kim Nedim. Kim Nedim, et puis Ottilie. Toujours les écrivains, mais qui ont écrit beaucoup plus tard. Voilà, dans le duel de génération, puisque la semaine dernière, elle nous a parlé des écrivains plutôt qui avaient commencé à écrire assez jeune, voilà, et toujours en Lorraine, des écrivains de Lorraine. Et puis on commencera donc dans un instant avec la chronique histoire de Clément. Tu nous parles d'une grande maison des papes. Très bien, et voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30 sur RCN. RCN, l'âge bête. Et on commence donc avec ta petite question, Clément, du jour. C'est ça, on va parler du Palais des Papes. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez où il se situe, ce Palais des Papes ? Il y a le mot pape dedans, donc je vais dire le Vatican. Non, toujours non. Non, c'est en Italie. France. Ah non, c'est en France. C'est en France, mais dans quelle ville ? Une célèbre ville qui est aussi connue pour son pont. D'Avignon. Voilà, c'est ça, Avignon, et le pont d'Avignon. Donc, c'est dans le sud, en Provence. Avignon, c'est la ville du Palais des Papes. Donc ce palais, il est considéré aujourd'hui comme la plus grande construction de style gothique encore debout à ce jour. Au total, 6 conclaves. Donc un conclave, c'est l'élection des papes. Et ça se finit par la fumée blanche. Il y a une élection. Voilà. Oui. D'accord, je ne savais pas. Je pensais que c'était... Non, les papes sont élus par les cardinaux, je crois. Il y a un truc comme ça. D'accord, il faudrait que je m'y intéresse. Ouais, donc 6 conclaves ont eu lieu et 7 papes ont vécu à Avignon. Le palais, il se divise en 2 parties, le vieux palais de Benoît XII et le palais neuf de Clément VI. Le dernier est beaucoup plus noble et fastueux et protège même la bibliothèque pontificale qui fut la plus grande d'Europe à l'époque. Donc c'est Clément V en 1305 qui ça fait beaucoup de 5, qui a choisi Avignon pour bâtir son palais. Il a choisi Avignon puisqu'il y a un éperon rocheux pour être en hauteur. Également, Avignon est une ville stratégique puisque le pont permet d'être en relation avec le nord de l'Europe, avec l'Italie et avec l'Espagne. Ainsi, il pouvait se déplacer comme il le souhaitait. Et du coup, Clément V, comme d'ailleurs beaucoup pour les grandes constructions comme ça, n'a jamais connu le Palais des Papes terminé. C'est ça, c'est son successeur Jean XXII qui fixe officiellement la ville provençale comme nouvelle cité épiscopale en 1316 et Avignon devient une ville de rang international. Un premier palais fut construit sur les bases d'un ancien couvent, mais à la mort de Jean XXII, Benoît XII fit tout détruire et tout reconstruire. Sous son règne, le palais va s'agrandir une première fois. Ce sera cependant son successeur Clément VI qui fit agrandir le palais pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. En effet, sous son pontificat, il va s'atteler à donner au palais son faste et sa noblesse. En 1348, le pape va même jusqu'à acheter la ville entière d'Avignon. C'est une grosse dépense. Autant dire que ce pape a complètement ruiné la papauté. Et ensuite, les extensions du palais sont bien moindres. Seuls les jardins pontificaux feront connaître Urbain V de l'histoire de la papauté. Et ses successeurs ne feront plus aucune modification architecturale. Et certains ont tout de même essayé de ramener la cour à Rome. C'est ça, après des tentatives pour ramener la cour à Rome, plusieurs sièges eurent lieu à Avignon. Le premier siège vit les assaillants rentrer par les égouts des cuisines, mais ils furent repoussés car les défenseurs leur jetèrent les pierres de la hotte. C'est exceptionnel. À partir de là, un blocus a lieu et le pape réussit à s'échapper en 1403 après avoir été assigné à résidence par les assiégeurs. Ensuite, les maisons furent rasées pour une meilleure défense entre le petit palais et le grand. Un deuxième siège a eu lieu avec pour objectif de faire vider totalement le palais. À la suite de ces épisodes, le troisième pape de l'époque, autant dire qu'à cette époque, il y avait 3 papes en même temps, dont 2 antipapes. Deux antipapes. Oui, 2 antipapes. Et tu sais ce qu'ils faisaient, les antipapes ? Et ils faisaient la même chose qu'un pape, mais en fait, ils n'ont pas été élus par les cardinaux. D'accord. Ou alors, ils ont été élus par des gens, mais c'est pas officiel. Le bordel, tout ça. Ouais, t'en avais 3 en même temps.
Donc il y en a un qui choisit Avignon. Bon, celui-là, il n'a pas eu beaucoup d'impact. Au total, le palais, il fait 15 000 m², donc c'est quand même énorme. Hein. Il comporte 12 tours, 9 grandes salles, 3 chapelles, c'est beaucoup 3 chapelles quand même, 2 cours majeures et des jardins pontificaux. Aujourd'hui, le palais, il est ouvert au public et il est régulièrement témoin d'expositions culturelles. Et puis lors du Festival d'Avignon, le château ne manque pas d'être mis à l'honneur. Voilà, on aura visité un petit peu Avignon, mais c'est vrai que ça a l'air très compliqué finalement. Il faudrait qu'on regarde Mais un petit peu. je crois que je l'ai visité il y a quelques années. Ouais, le palais des papes d'Avignon. Ouais. Enfin, j'ai visité un espèce de château incroyable. Je sais pas si c'est Avignon. ça. Je pense Avignon que c'est ça. Ouais, Ouais. c'est Et possible. bah oui, parce que en fait, c'est un style gothique et c'est plutôt une allure un peu médiévale comme ça, Mais avec il y a des même, tours, il y a des. même, à un moment donné, quand on fait la fin de la visite, on va sur un pont. En fait, ils s'arrêtent au milieu du fleuve parce que le reste s'est écroulé. Ils ont rien Bah, fait. c'est le pont d'Avignon. Bah voilà. Et en fait, oui, le château le palais des papes, Avignon, en fait, il y a des tours avec des créneaux au-dessus, donc c'est là qu'on voit que ça c'est fait un peu médiéval. château. Ouais, bah D'accord. ça doit être ça. Exactement. Bon bah voilà. On aura visité Avignon. Allez, c'est parti. Le duel de génération, ça rime. On est reparti. On est revenu en Lorraine. Cette fois-ci, tu nous parles des écrivains qui ont écrit plutôt dans leur bel âge, quoi. Voilà, donc d'abord un écrivain célèbre, donc Émile Durkheim. Voilà, donc il a été originaire d'Épinal et c'était un sociologue. Mais je vais surtout vous parler maintenant donc, de Françoise de Graffigny. Elle est née à Nancy en 1695, c'était une écrivaine. Pendant son enfance, elle a reçu quand même une éducation qui lui a permis de lire et écrire à partir de ses 13 ans. 4 ans plus tard, elle choisit le mariage à la vie de religieuse. Donc, elle ne fait rien quand elle est mariée et elle finit veuve. Et donc, après la mort de son mari, elle débute une amitié avec François-Antoine Deveau, qui est surnommé Pampan, qui était aussi écrivain et lorrain, avec qui ils s'enverront des lettres pendant plus de 25 ans. Elle finit par aller à Paris. Elle a été surnommée la grosse là-bas. Et c'est là, voilà, et elle commence à écrire. En 1747, son roman Lettres d'une Péruvienne connaît un grand succès. Elle a écrit un livre sur la vie de Voltaire et sa maîtresse Émilie du Châtelet, Elle le revient retour, souvent, voilà, ce qui lui permettra de ne pas tomber dans l'oubli. Elle mourra ensuite des problèmes de santé. Et je tiens à dire qu'aussi Émilie du Châtelet était aussi une écrivaine lorraine. D'accord. Ils sont tous reliés. Ah ouais. Maintenant, je vais vous parler Edmond Huot de Goncourt. Donc en fait, c'est un écrivain et journaliste originaire de Nancy et c'est le fondateur de l'Académie Goncourt, donc qui délivre les prix selon ses souhaits. Donc c'était dans son testament. Il n'y a pas eu encore les remises de prix Goncourt, il est mort avant. D'accord. Il est né en 1822 et a pendant une longue période écrit avec son frère Jules, avec pour style le naturalisme. Son premier ouvrage rédigé seul date de 1877, c'est La fille Élisa, qui servira d'ailleurs d'inspiration au film Élisa de 1957. Les deux frères, ils ont écrit un journal en plusieurs volumes qui relate diverses informations sur la santé de Jules, mais aussi leurs idées politiques et antisémites et les critiques de leurs œuvres jugées choquantes. Edmond, lui, il meurt dans des années après son frère d'une embolie pulmonaire. Et à son enterrement, il y a notamment Poincaré, Zola et d'autres écrivains. D'accord. Alors maintenant, je vous parle de Christian Ingré. C'est un poète et romancier vosgien. Son premier livre est publié en 2006, nommé Meurtrissure en milieu confiné. Ce livre, il parle de sa vie d'éducateur après la mort de sa mère. Il y aura aussi du coup un hommage en ajoutant son nom qui deviendra son nom d'auteur Taillard. Il a aujourd'hui 70 ans et continue d'écrire en publiant sous son édition. Maintenant, je vous parle d'une femme, Fabienne Jacob. C'est une romancière mosellane qui a pour langue maternelle le ditch, donc c'est le lorrain en plus simple. Elle a reçu le prix Femina avec son livre Mon âge en 2014 pour son roman Corps, elle connaît aussi une distinction par le prix Tide Monnier 2010 de la Société des gens de lettres. C'est aussi un chevalier des arts et des lettres et maintenant elle réside à Paris. Elle continue d'écrire à 63 ans d'autres ouvrages au paysage lorrain. Et pour finir, je vous parle d'Élise Fischer.
Elle est née en 1948. C'est une écrivaine lorraine. Elle a choisi de raconter l'histoire de personnes simples dans des décors de la région, mais aussi d'enfants. Elle va d'abord débuter une carrière de journaliste avant de publier son premier ouvrage sur les droits de l'enfant, Les enfants de l'apartheid. En 2001, elle reçoit le prix de la Feuille d'Or de Nancy pour son roman L'Inaccompli. Elle fait partie de plusieurs jurys, notamment du prix Erckmann-Chatrian et donc Elise Fischer. Elle a aussi incité, donc qu'on avait vu la semaine dernière, Anne-Sophie Braham à publier ses romans. D'accord, merci Voilà. Ottilie. Eh ben, Je retiendrai particulièrement l'amitié entre Pampan et la grosse. Hein. Oui, c'est Incroyable. vrai. Ouais, comme quoi, il y a beaucoup d'écrivains aussi en Lorraine qu'on ne connaît pas forcément. Moi, je ne savais pas qu'ils venaient de Lorraine, personnellement. Merci Ottilie. Allez, dans quelques instants, on parle écologie, on parlera de migration environnementale avec toi, Clovis. Juste après, je vous fais le petit quiz de culture générale. Tout ça, c'est dans un instant sur RCN. RCN, l'âge bête. Il est 14h14 sur RCN, vous êtes bien dans l'âge bête, on a écouté Clément sur sa chronique histoire et puis le duel de génération d'Ottilie, donc on va parler écologie et puis juste après je vous ferai le quiz de culture générale. Donc tu nous parles écologie tout d'abord Clovis. C'est ça, aujourd'hui on va parler d'un sujet important, on va parler des migrations environnementales, donc c'est quand même un défi international. Et pour l'histoire, pour l'instant, excusez-moi, sans réponse. On n'a pas de solution. Et tu as 3 exemples ? Ouais, c'est ça. Donc le premier, il concerne le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, donc le HCR. Il a calculé en moyenne depuis 2008 21,5 millions de personnes qui ont été déplacées chaque année de force pour une cause environnementale. Ouais, c'est énorme. Et donc d'ici 2030, ça pourrait être 260 millions. Et encore plus, d'ici 2050, ça pourrait être 1,2 milliard. Donc, faut rappeler que déjà, la majorité de ces déplacements sont internes. Par exemple, au pays. Ah oui, tu voulais dire quelque chose. Est-ce qu'on a la définition ou pas d'enjeu environnemental ou enfin d'un... Non, justement, je vais en parler après, Ouais. dans mon avis que je vais vous partager. En fait, c'est très flou. Voilà. Et le deuxième exemple, c'est d'après le National Ocean Service, donc vous m'excuserez pour mon accent qui est complètement nullissime. Je ne dirai rien là-dessus. Et le niveau de la mer pourrait augmenter de 30 cm d'ici 2050, seulement si la température mondiale continue de se réchauffer à la vitesse actuelle. Actuellement, c'est quand même 20% de la population mondiale qui vit à 30 km des côtes. Et en France, c'est 864 communes et 165 000 bâtiments qui sont concernés par l'augmentation du niveau de la mer. Même en France, il me semble, des villes comme Bordeaux seraient un peu menacées. Ouais. Ma dernière source, c'est le rapport Grutzwell de la Banque mondiale. Et donc, il dit que d'ici 2050, l'Afrique subsaharienne pourra enregistrer jusqu'à 86 millions de migrants environnementaux internes. L'Asie de l'Est, c'est 49 millions. L'Asie du Sud, 40 millions. L'Afrique du Nord, 19 millions. L'Amérique latine, 17 millions. Et pour finir, l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, c'est 5 millions. Alors déjà, reste à savoir maintenant si les États, qui sont déjà sous tension en matière migratoire, qui seraient prêts à faciliter l'accès à l'asile. Par exemple, la France et ses voisins européens connaissent déjà une augmentation constante de demandeurs. Et d'un autre côté, les départs d'immigrés clandestins sont au plus bas. Et puis en plus, il va y avoir un problème, puisqu'en France aussi, on risque d'avoir aussi parce que, des comme tu le migrations disais internes. tout à l'heure, des villes comme Bordeaux, dans le coin là, et même la Corse, je sais pas, dans ces coins-là, ça va être compliqué. Finalement, tout ce qui est côtier. Hein. Ouais, voilà. Tout ce qui est côtier, puis au-delà même de l'augmentation du niveau de la mer, il y a tous les autres enjeux aussi. Puis il y a les enjeux d'inondation et tout ça. Oui, parce que les sols sont à sec. Et donc, moi, j'ai fait des recherches aussi. Et j'ai trouvé et j'ai rencontré sur Internet Benoît Ritaud. Donc, c'est le président de l'association des climato-réalistes. Et il explique qu'il y a une confusion entre pollution et climat. Donc pour développer le raisonnement, je vais prendre l'exemple d'un Bangladais qui vient d'obtenir en France le statut de réfugié à cause d'une intense pollution qui règne dans son pays. Alors déjà, cette confusion, elle est en grande partie médiatique, et comme le disait Monsieur Ritaud, ce Bangladais n'est pas un réfugié climatique, mais bien un réfugié sanitaire. Ça, je pense qu'il faut le dire. Et cette confusion est bien plus grande que l'exemple que je viens d'exposer, parce qu'on peut aussi parler de cette soi-disant transition énergétique où l'on confond par exemple la pollution nucléaire et les émissions de gaz carbonique.
Donc, enfin, c'est un sujet qui n'est pas du tout maîtrisé, et moi j'aimerais quand même avoir votre avis là-dessus. Oula. Non, mais c'est pas évident parce que il y a les migrants sanitaires, il y a les migrants environnementaux, mais au final, ils viennent. Ils ont tous. Oui, voilà, dans tous les cas, c'est des gens qui ont été ils sont un entre guillemets, motif. chassés de chez eux à cause de choses qu'ils peuvent pas Après, maîtriser. On parle de maladies, faut voir pollution. aussi la gestion du pays. Si tu quittes le pays, parce que par exemple en Chine, il y a des centrales à charbon, ça pollue, c'est pas des réfugiés climatiques. Oui. Mais après, il y aura toute cette question-là. Et puis, la gestion, déjà, tout d'abord, du réchauffement climatique en France pour limiter Et puis, tout ça. comme on regarde en Europe, 5 millions, va falloir les accueillir, on va les mettre où? Mais 5 millions. Puis, alors, nous, après, on a un problème aussi, parce que je disais, oui, au niveau des côtes, va falloir reloger tout. Et oui. Va falloir faire, je sais pas, des digues. Les maisons qui sont près des côtes, va falloir les raser parce que ça va être un danger. Oui, ça va être très. Ça va être. En tout cas, les abandonner. Oui, ça va être compliqué. Un sujet à venir, en tout cas, dans les prochaines dizaines d'années. Allez, c'est parti. On n'est pas en avance. C'est parti. Mais c'était des sujets importants. Oui, c'est vrai. Ne prenons pas cette habitude. Bon, allez, c'est parti. Le quiz de culture générale. Alan, t'es prêt pour compter les points? C'est parti. On y est. Dans quelle célèbre série sortie en 1994 peut-on entendre dans le générique de la chanson I'll Be There For You? Ah bah oui, Friends. bien sûr. Friends. Tu nous aides beaucoup là. Moi je connais Ouais, ça. parce qu'avec Je connais, je regarde tous les jours. moi, j'ai rigolé. Ouais, puis avec ma prononciation anglaise, mais c'est ça, en effet, c'est Friends. Quel est le plus petit animal du monde? C'est un insecte? Est-ce qu'on a accès à C'est un insecte. C'est pas oui. du plancton? Non. Non, un insecte. Un insecte, le plancton. Je sais Ok. pas. Je sais pas, je pense à petit. Alors c'est très compliqué à trouver, hein, je vais vous le donner. C'est le colibri d'Helena, communément appelé le colibri abeille. Bien sûr, je l'avais sur le bout de la Encore langue. du haut. Ouais, c'est vrai, on le connaît. Je connais pas sa taille, je regarderai pour tout à l'heure. Tiens, je vais essayer de ça vous doit donner faire, la taille. Mais ça doit être très petit, ouais. En quelle année a-t-on inventé l'électricité? Environ. Inventé. Inventé. 1876. Non. C'est plus tôt. C'est très précis. hein. Non, Oui, non, attendez, c'est 1830. c'est 1800. Ouais, c'est ça, dans les années 1830, exactement. 36. Qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine? Michel-Ange. Exactement, Oh, Michel-Ange, Il y a un entre drôle de combat là. 1500 Pas le temps de répondre. hein. et 1512. Ça y est, mais je pense qu'Ottilie est devenue la sérieuse concurrente à Clément sur ce quiz de culture générale. Que fut la première monnaie en France? Le Franc? Non. Si, Attends, c'est le attends. franc. Il y avait les C'est le écus. franc Oui, c'est le franc. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, le franc à cheval Il y avait est le les premier écus franc français. et. Bon, en tout cas, c'est considéré comme la première monnaie en France. Quelle couleur doit-on mélanger pour obtenir du rose? Du rose? Rouge Du blanc et du rouge. Oui, exactement, du blanc et du rouge. Quel fut le roi de France de 1515 à 1547? François 1er. François Ier. Mais Celle-là, elle était Exactement. c'est bon, Toi, en on même n'a temps. même pas le temps de répondre. Non, mais Ah bah oui, mais. Faut savoir ce qu'on veut. Que mange-t-on à la Chandeleur? Crêpes. Ouais, ça c'était cadeau. Que collectionne un coniophile? Connu Des aussi. animaux conifères, empaillés. des sapins. Conquiophile, exactement. Conquiophile. Des coquillages. Oui, des coquillages, Ouais, du coup. exactement. Ouais, elle m'a pas donné des mots faciles. On m'avait pas aidé hein. Ouais. Et puis enfin, où est apparu le macaron? En vrai, France. c'est pas en Lorraine? Non. Dans Au tout début. Ouais. Ouais, mais. Alors, Macaron? c'est apparu en fait en Europe au Moyen-Âge, Ah, c'est pas à au premier Vienne lieu en Italie, Ah bah non. sous le nom de macaron. Alors après, Macaron. la prononciation, je ne sais pas. Ouais, Voilà. C'était un peu espagnol comme truc. j'ai Ouais. l'impression. Ouais, c'est pas très italien, mais c'est pas grave. Oui, On t'en veut pas. Bon bah voilà, du coup on a fait ce quiz de culture générale. Maintenant du coup Naïm, tu nous parles d'un artiste, je ne me souviens plus du nom. C'est Kim Nedine. C'est Kim Nedine, exactement. Alors, j'en ai présenté des trucs bizarres dans cette chronique, mais je pense qu'on va battre des records aujourd'hui. Pour tout vous dire, j'ai eu du mal à trouver un morceau qui puisse passer à la radio sans problème. Ah oui. La raison principale, c'est que la spécialité de Sekim Nedim, c'est de faire des morceaux originaux dans des styles qui sont soit inconnus, soit qu'il invente lui-même. Donc il fait notamment de l'hyper-pop, du funk, ou qui sont encore relativement connus comme genre, mais aussi des choses comme de l'ultra-drill. Et alors là, même moi, je suis perdu, je sais pas du tout ce que c'est. Ok. Je tiens quand même à noter que c'est probablement un des seuls à pouvoir faire ce genre de choses de toute façon, parce qu'il y a une capacité à rapper extrêmement vite qui est assez impressionnante. Ouais. Mhm. Donc de toute façon, il n'y a pas grand monde d'autre qui pourrait essayer de faire ce genre de trucs bizarres. D'accord. L'âge bête sur RCN.
Il est 14h26 sur scène, on est vraiment en retard, alors tu peux y aller Alain, Allez, pour vous ton avez intérêt à énigme. bien réfléchir, à vous dépêcher. Alors Clément, c'est une énigme qui va te concerner puisque tu fais 1m60. Alors aujourd'hui, il va être question d'une échelle et de sauver le chat de la mamie de Clément qui s'est malheureusement coincé dans un arbre. Mince. Alors je vous dis qu'il est sur une branche à 3,5 mètres de hauteur du sol, mais heureusement vous avez une échelle. Alors cependant, cette échelle elle est un peu bizarre puisque son premier échelon, il est à 5 cm de la base, et puis ensuite tous les suivants sont en fait 2 fois plus écartés, c'est-à-dire que le premier est à 5 cm de la base et ensuite le suivant est à 10. Et après, Sauf à 20. que Clément, tu vas pas pouvoir attraper un barreau s'il est à 5 mètres de toi, donc je t'interdis d'aller sur un échelon s'il est à plus d'1m60 au-dessus de celui d'avant, ok? Alors je vous demande à vous s'il va pouvoir sauver le chat de sa mamie qui est malheureusement coincé à 3,5 mètres de hauteur sur une branche. Et je vous rappelle donc que le premier échelon de cette échelle il est à 5 cm de la base et qu'ensuite chaque échelon double la distance avec le précédent. Oui, et donc il peut normalement aller Mais jusqu'à 2m40 et il peut pas aller au-delà. Alors il peut aller au-delà, si, parce Et que t'as combien d'échelons? il y en a une infinité des échelons, à on va chaque dire, mais fois, Tu peux y aller. bah non, double parce que la- tu doubles la distance entre par chaque rapport échelon. au premier. Sauf que toi, tu fais qu'un mètre 60. Tu vas pas aller prendre un truc qui est à 8 mètres. Donc tu vas pas pouvoir avancer jusqu'au bout. Alors je vais vous donner la réponse vu que vous avez l'air d'en chier un peu. Hein. Donc le premier échelon à 5 cm du sol, ensuite le Oui. suivant à 10, 10, 20, 40, 80 et 160. 80, donc là où tu j'ai mal bloques. compté. Et ça, tout ça, ça faisait un total de 315 cm, pas assez pour aller délivrer le pauvre chat de la mamie. Du coup, on laisse le chat de la mamie sur l'arbre. Bah, va falloir le faire sauter ou quelque chose comme ça. Moi je sais pas, j'ai jamais eu affaire à cette situation. en Faire réalité, sauter donc, l'arbre ou le chat de préférence le chat depuis l'arbre, mais bon. Bon, voilà, merci Anne pour cette énigme. Disons pour la dernière avant les vacances, tu nous as bien. Je comptais balancer une petite bombe nucléaire au milieu là. Ouais, voilà, c'était pas Oui, évident. D'accord. Allez, on termine avec Vous la m'avez déçu. citation Voilà, de une- Clément. Une compilation des phrases de Ribéry. Vous allez voir, il maîtrise parfaitement la grammaire et la syntaxe. Mais voilà, non, mais c'est toujours une ville que j'aime bien venir. Maintenant, je vais pas vous cacher, il y a eu des choses qui ont été dites. J'ai revenu en Coupe du Monde. C'est pas bien passé comme je l'ai voulu. Moi, personnellement, je me critique moi tout seul. Histoire de bien Voilà, finir. c'est tout. C'était pour faire en sorte que je n'arrive pas à conclure cette émission. Voilà, pour finir. Merci Ribéry. Allez, on va prendre un petit peu de vacances, ça va nous faire du bien. On se retrouve début mai, du coup, après 2 semaines de vacances. Passez une très bonne journée l'équipe. Ça va aller. Allez, à bientôt sur RCN. Et pour l'anecdote,